Voilà, donc je vais débuter cette troisième séance de cours sur la géopolitique. Et le fil directeur de ces quatre séries d'interventions sont les perspectives d'un projet européen en crise existentielle. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question de l'Union européenne, faire un diagnostic du projet européen incarné par l'Union européenne aujourd'hui, l'Union européenne face aux crises internes et externes et les perspectives d'avenir. Alors je rappelle que j'avais commencé le premier cours sur les fondements historiques et géopolitiques du projet européen. J'ai poursuivi hier avec la nouvelle rivalité géopolitique franco-allemande, épicentre de la crise du projet européen. Donc aujourd'hui, c'est l'Union européenne face aux crises internes et externes et les perspectives d'avenir. Et demain, j'aborderai l'Union européenne face à cette nouvelle crise, la pandémie du coronavirus. Alors, je rappelle que le cours va durer environ 1 heure et vous pouvez envoyer des messages, poser vos questions qui vont apparaître au fil de l'intervention et je répondrai aux questions à la fin du cours. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions, parce qu'il y en aura beaucoup, j'essaierai dans la mesure du possible les jours suivants de vous répondre individuellement si je n'ai pas répondu à certaines questions cruciales qui ont été posées. Voilà, donc je me présente à nouveau, Pierre-Emmanuel Thoman, je suis géopolitologue, je suis géographe, j'ai aussi étudié la politique européenne, j'ai un doctorat en géopolitique de l'université Paris 8 sur les relations franco-allemandes et le projet européen. Et j'ai travaillé plus de 20 ans à Bruxelles sur les questions européennes. Et j'ai fondé aussi une organisation, une association Eurocontinent pour réfléchir un petit peu sur une approche plus géopolitique du projet européen que j'estime en crise des fondements. Et il y a un site internet Eurocontinent. Alors mon approche, c'est la méthode d'analyse géopolitique. La méthode d'analyse géopolitique, c'est la définition, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire et les populations qui y habitent. Et l'angle est spatial, c'est-à-dire on détermine quels sont les acteurs, quels sont leurs projets géopolitiques sur leur territoire, leur vision, leur positionnement sur le territoire et dans le temps, le retour dans l'histoire pour comprendre pourquoi on est arrivé à la situation actuelle. Et on travaille en géopolitique aussi sur les cartes géopolitiques. Je fais beaucoup de cartes géopolitiques, mais pendant un cours comme celui-ci, je ne peux pas vous les montrer. Vous pouvez aller sur mon site Eurocontinent pour voir les cartes qui se rapportent à différentes crises ou différentes thématiques. Il y a aussi, ça c'est la méthode d'analyse géopolitique pour établir un diagnostic. Il y a aussi le mode de la géopolitique comme outil de décision. La géopolitique donc appliquée, et j'estime que la géopolitique doit avoir un objectif, servir la France, servir la nation, aider la France à se positionner dans le monde, dans la rivalité des puissances, dans l'espace et dans le temps. Et donc la séance d'aujourd'hui, où je vais aussi commencer par un diagnostic des crises traversant l'Union européenne en interne et externe, et aussi ouvrir des perspectives pour un petit peu réfléchir quels sont les scénarios d'évolution et comment nous, Français, pourrions-nous nous positionner par rapport à ce projet européen. Voilà, donc j'entre dans le vif du sujet. L'Union européenne, je vais d'abord aborder les crises internes, les fractures internes qui traversent l'Union européenne. Ensuite, la problématique de l'Union européenne vis-à-vis du monde extérieur. Et d'ailleurs, souvent, les deux sont liés. On peut difficilement séparer les crises internes et rivalités internes et
les problématiques externes, et ensuite mettre l'accent sur différents scénarios d'évolution. Alors, l'Union européenne aujourd'hui, j'ai commencé j'ai mis l'accent hier sur cette rivalité franco-allemande qui était l'épicentre de la crise de l'Union européenne. Et évidemment, face à toutes ces crises, nous avons cet axe franco-allemand qui est en crise parce qu'il est déséquilibré. Et parce que chaque État, la France et l'Allemagne, mais aussi les autres nations, États membres de l'Union européenne, chacune essaye de se positionner au centre du projet, essaye d'instrumentaliser le projet européen en fonction de leurs propres priorités géopolitiques. Pour la France et l'Allemagne, évidemment, c'est ce que j'ai expliqué hier. La France, au départ du projet européen, pendant la guerre froide, occupait le centre géopolitique du projet européen, puisque l'Allemagne était divisée en deux, était un État-front. Et donc la France, à la charnière entre Europe du Nord, Europe du Sud, et de l'autre côté, d'un côté l'Atlantique et à l'est l'Allemagne, était au centre du projet européen. Ensuite est venu l'élargissement de l'Union européenne et l'unification allemande. Et là, c'est l'Allemagne qui se retrouve au centre géopolitique du projet européen. Et donc, l'Allemagne se positionne entre mer Baltique, l'Europe centrale et orientale, l'Europe de l'Ouest avec la France, évidemment, et l'Europe latine avec l'Italie, mais aussi ses voisins immédiats comme la Belgique, le Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche. Et donc, ces deux États ne peuvent pas fusionner. Ce sont deux nations, et contrairement à la doctrine de Jean Monnet de fusionner les intérêts pour arriver petit à petit à une fédération européenne et en quelque sorte, à force d'intégration, peut-être voir l'émergence même d'une nation européenne, ça ne s'est pas produit. Donc tant que l'Allemagne et la France existent, ce sont deux nations différentes. Elles cherchent chacune à occuper le centre du projet européen, mais elles ne fusionnent pas, donc elles ont des intérêts, des perceptions de leurs intérêts différents. Mais au-delà de l'axe franco-allemand, évidemment, c'est le cas pour tous les autres pays. Par exemple, l'Italie, évidemment, se positionne, est un État méditerranéen, se positionne entre Méditerranée, la France à l'ouest, les Balkans et l'Europe centrale et orientale au nord. Et donc, par exemple, l'Italie était favorable à l'élargissement de l'Union européenne vers la Méditerranée. Vous avez la Pologne. La Pologne qui, évidemment, se positionne entre la mer Baltique, l'Europe orientale, l'Allemagne, et au sud la Slovaquie et République tchèque. Et la Pologne aussi, afin de se retrouver dans un espace structuré géopolitiquement et en sécurité, et pour un élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN. D'ailleurs, elle souhaite un élargissement en phase de ces deux organisations. Et par exemple, elle est en faveur d'un élargissement futur à l'Ukraine, même si elle ne le dit pas forcément explicitement, c'est implicite parce qu'elle est une des fondatrices du partenariat oriental avec la Suède, qui est de positionner l'Union européenne vers l'Europe centrale et orientale pour poursuivre l'européanisation, l'occidentalisation vers le flanc oriental. Alors, évidemment, au fur et à mesure que l'Union européenne s'est élargie, les États ont chacun essayé d'élargir plus loin pour qu'eux-mêmes se retrouvent au centre du projet et ne soient pas un État-front. En particulier les pays d'Europe centrale et orientale qui se méfient encore de la Russie. Et plus le projet européen s'élargit vers l'Est ou vers les Balkans, évidemment, les pays méditerranéens comme la France, l'Espagne, l'Italie aussi, le Portugal, se sentent marginalisés. Et en particulier, on craignent une baisse des crédits, par exemple pour la politique régionale,
et aussi la politique agricole commune, ils craignent une perte des crédits de l'Union européenne qui vont aller financer les nouveaux États membres à l'Est ou dans les Balkans. Donc il y a une rivalité entre les différents États membres sur la question de l'élargissement à cause de leurs positions géographiques différentes, et à chaque fois qu'on envisage un nouvel élargissement, il y a une dispute. Donc la dispute aujourd'hui, c'est l'élargissement dans les Balkans. Alors là, il y a un clivage aussi, je dirais est-sud, nord-est, sud-ouest, où les pays au nord-est aimeraient poursuivre l'élargissement vers l'est et les Balkans, tandis que les pays du sud-ouest et du sud-est de l'Union européenne se méfient de l'élargissement plus vers l'est qui les marginalise. Donc il y a déjà cette fracture interne de l'Union européenne. Une autre grande fracture est celle de la fracture économique entre le nord et le sud. Et cette fracture est apparue de manière très visible lors de la crise de l'euro. À la suite de la crise financière de 2008, un certain nombre d'États, et notamment la Grèce, se sont retrouvés en difficulté financière. La Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, mais aussi l'Irlande. Et cette crise des dettes a éclaté et s'est transformée en crise nord-sud. C'est-à-dire que les pays du Nord, l'Allemagne en tête, avec les Pays-Bas, la Finlande, les pays baltes, étaient plutôt favorables à une Europe de la stabilité, une Europe de la rigueur, c'est-à-dire ils acceptaient de pouvoir aider ces pays pour surmonter cette crise de l'euro avec l'accumulation des dettes énormes, mais avec des contreparties de réformes internes extrêmement drastiques. Notamment, c'est l'Allemagne qui voulait imposer des mesures de rigueur au reste de l'Union européenne. Tandis que les pays du Sud, avec la France comme chef de file, invoquaient une solidarité européenne et souhaitaient en fait invoquer la solidarité pour avoir le soutien des transferts financiers de l'Europe du Nord plus riche. Mais évidemment avec le moins de contrepartie possible. Et le nœud de la négociation s'est joué entre la France et l'Allemagne. Et il faut se rappeler que, par exemple, il y avait dans les pays du Nord, notamment en Allemagne, une partie de la classe politique voulait même expulser la Grèce de l'euro, tandis que la France souhaitait garder la Grèce dans l'euro. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter à la création de la monnaie unique. Lorsque la monnaie unique a été créée à l'occasion du traité de Maastricht, elle a été envisagée dans le traité de Maastricht, c'était je dirais un donnant-donnant entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne se réunifie et la France obtient en échange un approfondissement sur les questions monétaires, parce que la France avait toujours souhaité ne plus dépendre des décisions de la Bundesbank et d'avoir l'euro avec une banque centrale européenne. La France espérait regagner en poids vis-à-vis de l'Allemagne, de la puissance économique allemande, et de participer aux décisions. Mais évidemment, l'Allemagne était d'accord pour montrer qu'elle était pour le projet européen, pour ne pas faire peur aux autres États membres avec son unification, de montrer qu'elle était européenne. Elle accepte la monnaie unique, mais à condition d'adopter des règles ordolibérales, des règles budgétaires, des réformes internes dans le sens de son modèle néolibéral, ordolibéral, qu'elle a inventé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans la République fédérale allemande, ce qu'on appelle le miracle économique allemand, où d'ailleurs l'identité allemande s'est construite autour de l'économie et du Deutschmark. Et donc c'était très difficile pour l'Allemagne d'abandonner le Deutschmark sans des contreparties drastiques des autres États membres. Et donc la France,
mais aussi les pays du Sud, qui souhaitaient moins dépendre de la Bundesbank, se sont engagés dans la monnaie unique, mais en acceptant de mettre en œuvre les règles allemandes. Et lorsque la crise a éclaté avec la Grèce, mais aussi le Portugal, l'Irlande, il y a eu l'idée dans les pays du Nord d'expulser ces pays, notamment la Grèce, en disant qu'ils n'étaient pas prêts pour la monnaie unique. On a élargi la zone euro à ces pays-là, ils n'étaient pas prêts. Mais la France a tout fait pour garder ces pays. Pourquoi? Parce que lorsque l'Allemagne a imposé ses propres règles pour la gestion de la monnaie unique, la France, à son tour, s'est dit il faut que j'ai le plus de pays du Sud possible pour contrebalancer l'Allemagne. Voilà l'origine de la crise aussi. Et avec la crise du coronavirus et la crise économique assez forte qui s'annonce, évidemment, les États membres, à nouveau, négocient des plans de relance au niveau national, mais au niveau européen. Et il y a un scénario de fragmentation de la zone euro si les plans nationaux de relance et la crise économique est tellement forte que les économies divergent et cela va poser des problèmes évidemment avec la cohésion de la zone euro et l'existence même de l'euro. Alors les États membres vont, puisqu'on est toujours dans le paradigme de préserver l'Union européenne et l'euro, en tout cas les gouvernements qui sont en place aujourd'hui, ils vont essayer de concocter des solutions. Il y a eu un accord d'ailleurs hier sur un paquet financier, mais il faut regarder avec le temps comment cela va être mis en œuvre, parce que souvent le diable se cache dans les détails. Donc il y a cette fracture nord-sud dans la zone euro. Il y a une autre fracture qui est issue des questions militaires, des questions de sécurité. On se souvient de la guerre en Irak. La guerre en Irak en 2003 a divisé l'Union européenne en plusieurs camps. L'Union européenne à cette époque était en train de négocier une constitution européenne, et il y avait la Convention pour l'avenir de l'Europe qui était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et qui se réunissait régulièrement chaque mois pour essayer d'écrire une constitution européenne. Alors tout au début, les États membres étaient très enthousiastes. Valéry Giscard d'Estaing même parlait de États-Unis, de prendre modèle sur les États-Unis d'Amérique, et il disait c'est comme à Philadelphie, nous allons créer les États-Unis d'Europe. Mais la guerre en Irak est venue semer la zizanie, c'est-à-dire quand les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Irak, les États membres se sont divisés en plusieurs camps. Il y a ceux qui ont voulu participer à la guerre en Irak. Pourquoi? Parce que notamment les nouveaux États membres, les États membres qui allaient devenir membres de l'Union européenne, d'Europe centrale et orientale, voulaient montrer une loyauté vis-à-vis de l'OTAN pour être sûrs que les États-Unis allaient les protéger face à un éventuel retour de la Russie. C'était leur préoccupation principale. Et donc, en réalité, une majorité de pays s'est alignée pour faire la guerre en Irak avec les États-Unis. Mais des anciens États membres aussi. Par exemple, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni. Parce que ces pays sont plus atlantistes, et comme l'Allemagne et la France, et puis avec la Belgique et le Luxembourg, n'étaient pas favorables à cette guerre en Irak, il y a eu cet axe franco-allemand qui s'est détaché, je dirais, découplé de l'approche des relations transatlantiques à ce moment-là, de la loyauté transatlantique. Et les pays comme l'Espagne, l'Italie, Portugal
ont préféré s'allier avec les États-Unis pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec un directoire franco-allemand au sein de l'Europe. Donc, c'est la question du pouvoir, la rivalité de pouvoir à l'intérieur de l'Union européenne aussi amène les États membres à se positionner vis-à-vis des partenaires extérieurs et en particulier les États-Unis, qui est l'allié principal pour la plupart des États membres de l'Union européenne, pour tous en réalité, avec une intensité plus ou moins grande. Évidemment, le Royaume-Uni, qui est entré dans le projet européen dans les années 70, la Communauté économique européenne, a toujours considéré que le projet européen était complémentaire de l'espace euro-atlantique et donc les Britanniques étaient en phase avec les États-Unis. Et donc on a eu cet axe franco-allemand, Chirac-Schröder, mais aussi qui se sont alliés avec la Russie. L'axe franco-germano-russe qui était opposé à la guerre en Irak. Ils étaient opposés, mais ils n'ont pas réussi à l'empêcher. Et donc ça a créé une fracture européenne, et montrer qu'en fait, sur les questions de politique étrangère, l'Union européenne, en réalité, n'est jamais unie. Les États membres se positionnent en fonction de leur position géographique, leur vision de l'histoire et leurs alliances. Et donc, cette guerre a montré que l'Union européenne pouvait se diviser extrêmement rapidement sur la question de la guerre et de la paix. Et on a pu remarquer aussi que lors du conflit, l'intervention militaire en Libye en 2011, il y a aussi une fracture, mais différente. Cette fois-ci, c'est la France, le Royaume-Uni, avec les États-Unis, qui ont décidé d'une intervention en Libye pour accompagner les révolutions arabes. Et là, cette fois-ci, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui n'était pas d'accord avec cette intervention, parce que l'Allemagne considérait que l'OTAN est une organisation qui doit protéger, avec l'article 5, le territoire européen, et une intervention en Afrique du Nord n'est pas de l'ordre de l'article 5 de l'OTAN, et donc l'Allemagne s'est abstenue. Et elle s'est abstenue avec la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc il y a une fracture européenne de facto. Et puis notamment l'Italie, par exemple, aussi était très méfiante de ce... Évidemment, parce que l'Italie a des liens historiques géopolitiques très forts avec la Libye. Et donc, l'Italie s'est méfiée de ce rôle de chef de file de la France en Méditerranée et de l'intervention en Libye. Et c'est pour cela que l'Italie, mais aussi avec l'Allemagne, ils ont d'abord refusé une implication de l'OTAN pour l'opération elle-même, ce qui aboutit à forcer la France, le Royaume-Uni et les États-Unis à créer une coalition de volontaires, d'ailleurs comme lors de la guerre en Irak, une coalition de volontaires pour intervenir. Et par la suite, pour une gestion du conflit après la première offensive, l'OTAN est revenue dans le jeu, mais est revenue dans le jeu parce que c'est l'Allemagne et l'Italie qui ont exigé que l'OTAN revienne dans le jeu, les Britanniques aussi, pour avoir un droit de regard sur la France et le Royaume-Uni dans leurs opérations militaires. Donc vous voyez que là, sur les questions de sécurité et militaire, il y a la rivalité entre États membres existe. Il y a plus récemment cet objectif de l'Union européenne aussi de se positionner sur les questions de sécurité et les questions militaires à la suite du questionnement sur l'OTAN
et de l'Alliance Atlantique. Lorsque Donald Trump a été élu, en janvier 2017, s'est posé la question de la relation transatlantique parce que Donald Trump a critiqué l'OTAN, il a même critiqué l'article 5, il a dit que l'OTAN était obsolète, il critique aussi l'Union européenne, et donc ça crée un séisme parmi les États membres, parce que il faut préciser que jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne se dit complémentaire de l'OTAN. Et donc cette inquiétude a poussé les États membres à essayer de réfléchir à une autonomie stratégique européenne, évidemment poussée par la France, parce que la France a toujours souhaité, dans le projet européen, mettre en valeur les questions politiques et militaires pour valoriser son propre poids. Parce que dans sa vision de l'Europe puissance, au service, évidemment, de la France puissance. Et donc, une série de programmes ont commencé à être négociés entre les États membres, et au départ, il y a ce qu'on appelle le projet PESCO, c'est-à-dire la France a proposé que les États membres les plus capables en termes de capacité militaire se mettent ensemble et petit à petit construisent une autonomie stratégique européenne en matière de défense. Et en fait exclut les États membres qui ne veulent pas aller assez loin. Mais à nouveau, la France se préoccupe surtout de construire une Europe de la défense pour avoir un soutien des États membres pour intervenir sur des théâtres extérieurs, notamment en Méditerranée, dans le Sahel ou au Moyen-Orient. Tandis que l'Allemagne, elle, se préoccupe de l'unité, parce qu'elle est au centre de l'Union européenne, au centre géopolitique, et elle se préoccupe de garder l'unité européenne le plus possible, parce qu'elle craint une fragmentation de l'espace européen en fonction des intérêts de sécurité, et son objectif est plutôt de construire une Europe de la défense, certes, mais uniquement comme pilier de l'OTAN. Alors la France aussi accepte que le projet européen, s'il se positionne sur la question militaire, soit un pilier de l'OTAN, mais avec une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Je dirais que l'autonomie stratégique européenne pour les Français en termes militaires, ça doit tendre vers plus d'indépendance. Tandis que pour l'Allemagne, l'autonomie stratégique, ça veut dire que les Européens devraient être capables d'intervenir sur certains théâtres lorsque les États-Unis n'interviennent pas, mais seulement s'il y a l'aval des États-Unis. Et si cela correspond à des intérêts partagés euro-atlantiques, et donc cela reste un pilier au sein de l'OTAN. Alors, la France avait poussé à en fait une coopération plus poussée sur les questions militaires avec un nombre restreint de pays, tandis que l'Allemagne a poussé à ce qu'il y ait le plus grand nombre possible de pays. Et c'est ce qui s'est produit. En fait, le programme PESCO s'est élargi à la plupart des États membres, et du point de vue français, ce projet donc est plus ou moins dilué, même si elle le défend toujours, et c'est pour ça que le président français Emmanuel Macron a proposé l'initiative européenne de défense, en dehors de l'OTAN et en dehors de l'Union européenne, pour pouvoir créer des coalitions de volontaires entre Européens, parce qu'elle sait que avec tous les États membres de l'Union européenne, ils ne seront jamais d'accord sur les mêmes priorités, pour pouvoir intervenir militairement s'il le faut pour protéger nos intérêts de sécurité. Donc vous voyez là à nouveau une fracture entre la France qui souhaite plutôt dans le prolongement de la vision gaullienne d'avoir une Europe plus autonome sur le plan stratégique, même si en réalité le président français Emmanuel Macron est l'un des présidents français les plus atlantistes. C'est-à-dire qu'en réalité, son projet d'Europe de la défense, cela reste un projet largement encadré dans l'espace euro-atlantique, dans la relation transatlantique. Mais son projet tend à
donner plus d'autonomie au projet européen. Tandis que pour l'Allemagne n'est pas sur la même longueur d'onde et l'Allemagne, évidemment, ne conçoit pas une Europe de la défense sans les États-Unis, parce que l'Allemagne, et d'ailleurs comme les pays du Nord, les Pays-Bas, mais bon, la Belgique est un petit peu entre la France et l'Allemagne, mais penche plutôt du côté de l'Allemagne, la Pologne, évidemment, qui est très atlantiste, les pays baltes et les pays d'Europe centrale et orientale en général, mais l'Italie aussi, sont pour eux, le projet européen, c'est un sous-espace de l'espace euro-atlantique. Donc c'est une vision différente. Donc là encore, nous avons une fracture interne dans l'Union européenne et à chaque crise externe, les États membres, en réalité, ne sont jamais d'accord. Ils n'ont pas été d'accord sur la guerre en Irak, ni pour la guerre en Libye. Sur la guerre en Syrie aussi, même s'il y avait un peu plus d'unanimité, il n'y a guère que le Royaume-Uni, la France, avec le soutien de l'Allemagne et pour la logistique qui sont intervenus. Pour les opérations militaires dans le Sahel menées par la France aussi, la France est assez seule, même s'il y a un soutien logistique de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la République tchèque. Il y a quelques troupes au sol aussi des pays baltes. Mais cela montre qu'en réalité, dans l'Union européenne, depuis l'élargissement de l'Union européenne, après la chute du monde bipolaire, où à ce moment-là, les choses étaient plus claires parce que l'URSS était l'ennemi commun, aujourd'hui, les perceptions de sécurité sont différentes. C'est-à-dire les pays méditerranéens, en particulier la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne, se préoccupent beaucoup plus de l'arc de crise qui va du Maghreb jusqu'en Afghanistan, avec l'islam politique, l'islam radical, les États faillis, tandis que les pays d'Europe centrale et orientale, et notamment la Pologne et les pays baltes, eux se préoccupent beaucoup plus de leur sécurité vis-à-vis de la Russie. Pour eux, la Russie reste un ennemi. Ils n'y vont pas prononcer le mot ennemi, c'est implicite, mais pour eux, ces pays qui étaient dans le pacte de Varsovie et qui ont gagné leur indépendance de manière récente, ils se méfient toujours de la Russie. Alors, cette question militaire, de la coopération militaire, évidemment, touche les questions des géopolitiques externes, sur lesquelles je vais revenir, c'est-à-dire comment le projet européen peut-il s'orienter? Est-ce qu'il reste sur un axe euro-atlantiste exclusif, donc avec pour adversaire la Russie et bientôt la Chine, ou alors le projet européen joue de sa position géographique et œuvre pour une Europe plus continentale? La question est ouverte. Alors, une autre fracture au sein de l'Union européenne est apparue lors de la crise migratoire. C'est une crise grave, car elle met en cause directement la cohésion et fait ressortir les finalités différentes entre les États membres au sein de l'Union européenne. Lorsque la crise migratoire a éclaté, disons qu'elle s'est accélérée en 2014, on se souvient de la route des Balkans où énormément de réfugiés mêlés à des clandestins et aussi des réfugiés économiques ont essayé d'atteindre l'Europe à partir du territoire de la Turquie. Parce que la Turquie aussi a ouvert ses frontières et c'était un moyen de pression aussi sur l'Union européenne déjà à l'époque. Et après quelques semaines de tergiversation, l'Allemagne a fini par ouvrir sa frontière et on se souvient de la fameuse phrase de Angela Merkel, Wir schaffen das, nous allons réussir à intégrer plus d'1,5 million de nouveaux migrants en provenance non seulement du Moyen-Orient, mais aussi d'Afghanistan, d'Afrique, qui se sont dirigés vers l'Europe et en particulier vers l'Allemagne.
Et cette crise a porté un sérieux coup à la cohésion interne. Parce qu'on a vu un clivage se former entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire les gouvernements des pays d'Europe centrale et orientale ont été très méfiants de cette immigration de masse et ont souhaité fermer leurs frontières. Au départ, ils souhaitaient que les réfugiés traversent leurs frontières et aillent le plus loin possible, et ensuite ils ont fini par fermer leurs frontières, notamment la Hongrie, parce que les pays d'Europe centrale et orientale, lorsqu'ils ont posé leur candidature pour faire partie du projet européen, pour eux, c'était un retour vers la civilisation européenne, vers l'Occident, après avoir été kidnappés par le communisme et sous contrôle soviétique et avoir été membre du pacte de Varsovie. Donc pour eux, cette immigration de masse met en danger. C'est un problème de cohésion interne, met en danger la nation, évidemment, par une migration de masse en provenance de pays musulmans. Et dans le contexte de ce conflit de civilisation entre Occident et Islam, c'est un clivage important. Alors que les pays de l'Ouest, du moins les gouvernements, ont réagi différemment. L'Allemagne, la France sont favorables à une Europe ouverte. Ils sont basés sur le paradigme de la société ouverte, de l'Europe libérale, et notamment les pays comme la France ou le Royaume-Uni, de longue date, ont une immigration de leur pays, de leurs anciennes colonies, et donc pour eux, le choc était moins important. Mais évidemment, ça crée un clivage à l'intérieur de tous les États, y compris dans les États de l'Ouest, parce que en réalité, la majorité des Français et des Allemands sont opposés à cette immigration de masse. Mais ce sont les gouvernements, en tout cas des pays de l'Ouest, qui ont choisi de préserver le modèle de société ouverte, l'Union européenne comme modèle de la démocratie libérale et multiculturaliste, et à l'occasion de la crise migratoire, en réalité d'accepter une immigration et de se répartir les réfugiés dans les différents États membres. Tandis que les pays d'Europe centrale et orientale, et dont la Hongrie, le chef de file qu'on nomme démocratie illibérale, eux sont plus portés par une finalité européenne comme projet de civilisation. Et donc veulent préserver la cohésion nationale, la culture nationale. Et on voit bien qu'au fil des crises, c'est ce modèle qui devient de plus en plus, je dirais, efficace vis-à-vis des crises externes, et on va le voir demain pour la crise du coronavirus, qui a accéléré la réhabilitation des frontières, qui avait déjà commencé lors de la crise migratoire. Mais donc cette crise migratoire exemplifie ce clivage Est-Ouest entre, d'un côté, les pays d'Europe centrale et orientale, qui souhaitent une Europe civilisationnelle, et l'Europe de l'Ouest, qui ont bâti le projet européen sur un projet européen ouvert, le sans frontières, la démocratie libérale et multiculturaliste, et dans le modèle libéral, en réalité, le projet européen, au lieu de former une Europe forteresse, je dirais, qui défend des valeurs civilisationnelles, est plutôt un territoire à positionner dans la mondialisation, traversé par des flux de toutes sortes, des flux financiers, flux économiques, flux de marchandises et flux de personnes, avec immigration de masse en compétition avec les gros autres blocs dans la mondialisation. Et on voit très bien que
dans ce modèle européen, c'est surtout l'Allemagne qui pousse à une Europe, je dirais, ouverte. Parce que l'Allemagne, comme puissance économique, dépend, pour sa puissance économique, des flux d'importation de flux financiers, de flux énergétiques, notamment de la Russie. Elle a une démographie faible et donc elle compense par une immigration importante. Alors, au moment de l'unification, il y a beaucoup je dirais, des Allemands, en fait, des familles qui habitaient dans l'ex-URSS et qui pouvaient prouver qu'elles avaient des ancêtres allemands, pouvaient venir en Allemagne et demander un passeport allemand. Mais ensuite, il y a eu déficit de main-d'œuvre et l'Allemagne pousse toujours jusqu'à récemment, à avoir un flux continu d'immigration pour avoir une main-d'œuvre pour préserver son modèle libéral et préserver sa puissance économique exportatrice, donc il faut des frontières ouvertes. Alors il faut se rappeler que lors de la crise migratoire, lorsque le flux est devenu trop important et sous la pression des populations, les disputes au niveau politique, l'Allemagne a aussi souhaité réduire ce flux. Et donc, il y a une négociation qui s'est engagée avec la Turquie. Et il y a eu un sommet où Angela Merkel, avec la veille du sommet européen, Angela Merkel et le Premier ministre Davutoglu turc ont concocté un pacte pour en fait donner les clés des frontières européennes à la Turquie. Où en échange de plusieurs concessions, d'un paquet, d'une somme d'argent, donné à la Turquie, aussi la promesse de donner des visas et de réouvrir des chapitres de négociation pour l'adhésion de la Turquie, qui est toujours pendante, à l'Union européenne. En échange, la Turquie ferme ses frontières et empêche les migrants, les clandestins, d'essayer d'atteindre l'Union européenne. Mais on voit bien que cet accord a été sous tension juste avant la crise la pandémie du coronavirus, avec l'arme migratoire utilisée par la Turquie en lâchant les valles à nouveau sur l'Europe et qui provoque évidemment une crise européenne. Alors, lorsque cet accord entre l'Union européenne et la Turquie a été concocté, il y a eu une négociation préalable entre la Turquie et l'Allemagne, et pour une des premières fois dans l'histoire européenne, la France n'a pas été consultée. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'était sous présidence néerlandaise, l'Allemagne est venue proposer sa proposition, le plan Merkel, et elle a mis les autres États devant le fait accompli. Et la France, au lieu de refuser, de bloquer, en fait, a accepté ce compromis, mais ensuite, ça a été très difficile pour la répartition des réfugiés. Les États membres ont tous freiné, en réalité. Et les pays d'Europe centrale orientale, notamment la Pologne et la Hongrie, qui n'étaient pas d'accord, ont toujours refusé cette répartition des migrants. Et donc, cette question est toujours là. Elle n'est pas résolue. Donc, vous voyez, de ces différentes crises, nous avons la crise migratoire, la crise issue de la crise de l'euro, mais qui n'est pas résolue non plus, parce qu'il peut y avoir un rebond de la crise de l'euro, notamment avec la crise économique qui s'annonce. La dispute sur l'élargissement de l'Union européenne, qui va se poursuivre. Et puis, évidemment, une autre crise interne, qui est extrêmement importante aussi, c'est le Brexit. Les Britanniques ont choisi de sortir de l'Union européenne. Il y a eu de longues négociations, mais seulement cette année, le Brexit a été acté. Mais c'est un énorme choc, en fait, pour l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni, c'est un État, le Comité économique européen s'était élargi au Royaume-Uni en 1973. Mais le Royaume-Uni, évidemment, avec la France et l'Allemagne, c'est une grande puissance au sein de l'Union européenne, avec l'arme nucléaire. C'est un choc énorme. Donc c'est
c'est le signe d'une fragmentation géopolitique de l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne qui perd un État membre, on ne connaît pas encore les conséquences de ce Brexit, parce qu'il va y avoir négociation sur un nouvel accord commercial entre les Britanniques et l'Union européenne, mais on ne sait pas encore de quoi il sera fait. Donc voici pour les crises internes, dont aucune d'entre elles n'est résolue. Alors si maintenant on se préoccupe des crises externes, il y a tout d'abord la crise avec l'arc de crise au sud de l'Union européenne. Lorsque les révolutions arabes ont éclaté vers 2011, les États membres étaient en ordre dispersé pour répondre à cette crise. Par exemple, la France était méfiante des révolutions arabes au départ et par exemple, la crise qui a éclaté en Tunisie, la France au départ soutenait le gouvernement tunisien, mais le gouvernement est tombé, les États-Unis ont poussé à un changement de régime et petit à petit il y a eu un effet domino dans les pays arabes et la France a ensuite accompagné le mouvement et notamment en essayant même de l'accélérer en intervenant militairement en Libye. Mais là aussi, il y a eu rivalité entre les États membres pour comment se positionner par rapport aux révolutions arabes. C'est à ce moment-là que la France avait essayé de remettre sur la table l'Union pour la Méditerranée, pour avoir des financements, tandis que les pays d'Europe centrale et orientale, qui regardent toujours vers l'est de l'Europe, ne l'ont pas vu de cette manière et ont plutôt poussé à appuyer sur le partenariat oriental, qui a été créé pour contrebalancer le projet français d'union pour la Méditerranée vers le sud. Et à la suite de ces révolutions arabes, qui ont créé un effet de domino avec des changements de régime, et puis des réactions de plus en plus violentes, guerre civile donc en Libye, et ensuite la guerre civile en Syrie, avec intervention extérieure. C'est devenu de facto un conflit mondial, à portée mondiale. Donc l'Europe fait face à cet arc de crise au sud qui est toujours travaillé par la rivalité entre les États membres, la rivalité entre les grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, et différents positionnements entre les États membres, à cet arc de crise, et puis évidemment le djihadisme, l'islam politique et radical, qui est la menace principale pour les États européens, notamment au sud de l'Europe. Et puis il y a aussi la crise à l'Est. En 2014, il y a Maïdan, le changement de régime en Ukraine, qui a provoqué une fissure à l'intérieur de l'Ukraine, dans la région du Donbass, où les Ukrainiens du Donbass ne voulaient pas reconnaître le nouveau régime, et puis en Crimée, où il y a la majorité ethnique et russe, la Crimée a déclaré son indépendance par rapport à l'Ukraine et s'est rattachée à la Russie. Et donc ça a créé une crise européenne parce que les États membres au départ n'étaient pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire les pays les plus atlantistes ont voulu sanctionner la Russie de manière très dure dès le départ du conflit, tandis que les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne ont une attitude plus modérée, parce qu'ils se disaient il ne faut pas empirer la situation et on va entraîner un clivage fort avec la Russie. Mais à la suite, le résultat est que, à la suite de ce changement de régime en Ukraine, la guerre civile qui éclate dans le Donbass, l'Union européenne en fait a essayé d'accélérer les négociations pour avoir un accord de partenariat avec l'Ukraine, ce qui a entraîné cet accord d'association qui était sous négociation avant la crise du Maïdan, en fait a abouti, mais ça a créé un clivage fort avec la Russie.
Et donc aujourd'hui, l'Union européenne est coincée entre deux arcs de crise. L'arc de crise au sud, qui part de Méditerranée, nord de la Méditerranée Maghreb jusqu'en Afghanistan, et puis la fracture à l'est. Et donc, ce n'est pas une situation idéale pour l'Union européenne, et les États membres ont des perceptions différentes de ces différents conflits, et notamment la France et l'Allemagne, puisque comme il n'y a pas eu de fusion entre les intérêts de sécurité et il n'y a pas de fusion entre les nations européennes, donc les nations, en fonction de leur histoire, leur position géographique, se positionnent différemment. Les pays au sud se préoccupent évidemment plus du sud, tandis que les pays d'Europe centrale et orientale de l'est. En plus donc des révolutions arabes, de la crise avec la Russie, est venue se surajouter une crise transatlantique qui a commencé à émerger avec l'élection de Donald Trump. Donald Trump, lorsqu'il a été élu, a tout de suite critiqué l'OTAN et a affiché une position plus isolationniste des États-Unis. Et donc ça a été la panique chez les Européens. Ils se sont dit, ça y est, alors même que l'Union européenne se dit complémentaire de l'OTAN, nous perdons notre allié principal, qu'est-ce qu'on va faire? Et là aussi, il y a toute une palette de positionnements différents entre les États membres. La réaction de la France a été justement d'essayer de parler d'autonomie stratégique européenne. Tandis que l'Allemagne se méfie beaucoup plus et veut à tout prix garder ce lien transatlantique fort. Parce que l'Allemagne dépend de la protection nucléaire américaine. L'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire. Les pays d'Europe centrale et orientale aussi sont proches des États-Unis parce qu'ils se méfient de la Russie et notamment la Pologne. La Pologne se positionne comme l'allié privilégié des États-Unis en Europe et notamment la Pologne fait la promotion de ce qu'on appelle l'initiative des trois mers, essaye de réorienter les infrastructures de transport et énergétique nord-sud, parce que pour l'instant elles sont plutôt est-ouest, et avec importation du gaz de schiste américain pour moins dépendre du pétrole et du gaz russe. Mais cela provoque aussi la méfiance de l'Allemagne, qui est atlantiste, qui a besoin comme puissance centrale de l'appui américain pour contrebalancer la Russie car elle n'a pas l'arme nucléaire, et donc pour garder le leadership en Europe centrale et orientale, donc est obligée de se positionner en fonction de la préoccupation de ces pays-là vis-à-vis de la Russie au sein de l'OTAN. Et en même temps, l'Allemagne a un partenariat énergétique très fort avec la Russie, parce que en tant que puissance économique, l'Allemagne sans l'alimentation en énergie, gaz et pétrole de la Russie, n'est plus une puissance économique, n'a pas de réserve, n'a pas de ressources. Donc, alors elle est dépendante du pétrole et du gaz russe, mais on peut aussi considérer que la Russie est dépendante de ses exportations de pétrole et de gaz vers l'Europe. Donc c'est une interdépendance. Alors, on le voit, c'est toutes ces crises, ces fractures internes et ces fractures vis-à-vis de l'extérieur empêchent l'Union européenne d'avoir une finalité bien précise. Vers où va-t-elle? Alors à partir de là, on peut construire des scénarios et aussi les différentes directions géopolitiques, des perspectives géopolitiques dans lesquelles le projet européen pourrait évoluer. Alors, en ce qui concerne les scénarios d'évolution, je dirais il y a trois grands scénarios qui se profilent. Soit le scénario catastrophe pour ceux qui sont en faveur de l'Union européenne, c'est-à-dire un éclatement de la zone euro. La zone euro n'a pas éclaté lors de la première crise de l'euro lorsque la Grèce était en difficulté parce que l'Allemagne et la France voulaient absolument préserver l'euro. L'Allemagne pour éviter une division de l'Union européenne en plusieurs camps et la France pour éviter que les pays du Sud sortent de la zone euro et pour éviter qu'elle se retrouve seule face à l'Allemagne.
Donc on est toujours dans ce paradigme aujourd'hui. Et donc les États membres essayent en tout cas la France et l'Allemagne, de préserver l'euro, mais avec la crise qui s'annonce, on ne sait pas s'il y aura un rebond et ce qui va se produire. Donc ce scénario de la crise de l'euro et éclatement de l'euro, donc qui est l'élément le plus avancé de la construction européenne, évidemment mettrait en danger tout l'édifice. Et c'est un peu le saut dans l'inconnu, mais je ne pense pas qu'à ce stade aujourd'hui, ce soit le scénario le plus probable. L'autre scénario extrême, c'est le saut intégratif. Est-ce que l'Union européenne va aller encore plus loin dans l'intégration? À chaque crise, les fédéralistes ou les intégrationnistes essayent d'utiliser les crises européennes pour avancer plus loin. Mais on voit bien que c'est de plus en plus difficile. Parce qu'on touche à la souveraineté des États. Sur l'euro, les États membres ont déjà délégué, ceux qui ont l'euro pour monnaie, une grande part de la souveraineté, mais on n'arrive toujours pas à un gouvernement économique commun, ce qui implique un gouvernement économique, une union politique européenne. Et là, il y a toujours rivalité entre le Nord et le Sud, l'Allemagne et la France, et le Nord et le Sud, sur la doctrine économique. Plus de rigueur ou plus de dépenses. Ils ne sont pas d'accord, donc on n'arrive pas à faire ce saut fédéral. Et puis avec la crise migratoire, évidemment, ça a tendance plutôt à diviser les États membres entre eux. Parce qu'en plus, avec l'immigration de masse qui s'est produite notamment dans les pays de l'Ouest, en France, mais aussi en Allemagne, l'identité interne change. Il y a des fractures internes de plus en plus importantes. Évidemment, les pays d'Europe centrale et orientale, qui pour eux se positionnent, ont une finalité européenne civilisationnelle, c'est le contre-exemple. Ils n'accepteront jamais une répartition des migrants pour mettre en danger leur cohésion nationale, et ils ne veulent surtout pas suivre notre modèle, surtout avec les attentats islamistes qui se sont produits à la suite de la déstabilisation du Moyen-Orient, des différentes révolutions arabes, et qui ont aussi créé une crise européenne, parce que les États membres se positionnent différemment. La France intervient au Sahel pour protéger ses intérêts de sécurité, mais elle n'a pas vraiment de soutien fort de la part des autres Européens. Et cette crise va se développer aussi parce que la cohésion interne des pays à l'ouest de l'Europe qui ont accepté un modèle, je dirais la démocratie libérale et multiculturaliste, la société ouverte, vont être de plus en plus fragmentées, avec des territoires perdus de la nation, et risquent même des conflits internes graves à l'avenir, tandis que les pays d'Europe centrale et orientale sont préservés de ce scénario. Et donc, lorsque inévitablement ces questions vont s'aggraver, il y aura un clivage. Parce que les pays d'Europe centrale et orientale, comme je dis, ne veulent surtout pas suivre la voie qu'on a suivie nous, avec raison. Donc un scénario, je dirais, le scénario le plus probable est le scénario intermédiaire, c'est-à-dire il n'y aura peut-être pas d'éclatement, ni saut fédéral, mais par contre il y a une fragmentation interne à l'Union européenne, où différents axes se forment. On est dans une nouvelle Europe géopolitique, on n'est plus dans le stade intégrationniste du projet européen, on est dans un cycle géopolitique avec fragmentation, notamment avec le Brexit. On voit bien avec la crise actuelle aussi, l'Italie se détache de l'Union européenne. Enfin, il y a une perception très négative de l'Union européenne de la part des Italiens. On ne sait pas encore ce que cela va donner, mais il y aura des conséquences politiques, évidemment. Et donc, il y a une multipolarisation à l'intérieur même de l'Europe, à l'image du monde. Le monde se fragmente, on n'a plus d'ennemis communs, les perceptions de sécurité sont différentes, et donc à l'intérieur de l'Union européenne aussi, fragmentation. Et là, peuvent émerger différents axes. On voit que, alors il y a l'axe franco-allemand, qui est en crise, une nouvelle rivalité géopolitique franco-allemande. Ils ne sont pas d'accord sur les finalités, mais ces deux pays sont à la charnière, sont pour l'instant incontournables. On ne voit toujours pas par quel autre axe ils pourraient être remplacés, même si
des alliances plus diversifiées pour la France seraient intéressantes et nécessaires. On a cet axe, cette nouvelle alliance entre pays d'Europe centrale. Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, qui commencent de plus en plus à se positionner, notamment sur la question migratoire, et refusent cette répartition des migrants et se positionnent de manière de plus en plus autonome. Tout en restant évidemment dans l'Union européenne, parce qu'ils reçoivent beaucoup de fonds de l'Union européenne, donc ils ne sont pas dans l'optique de sortir de l'Union européenne. On peut imaginer aussi un arc latin qui émerge, notamment on voit dans la négociation aujourd'hui, c'est la France, l'Italie, l'Espagne qui poussent à plus de solidarité financière vis-à-vis des pays du Nord pour surmonter la crise économique qui s'annonce. Et donc ils se retrouvent dans les négociations en opposition avec les pays du Nord. Et cet arc latin va sans doute évoluer, émerger, où les pays méditerranéens ou latins vont se positionner ensemble sur certains sujets. Donc on voit qu'il y a différents axes, alliances à l'intérieur de l'Union européenne qui émergent. Donc l'avenir est de plus en plus, je pense, aux coalitions de volontaires, plutôt qu'une unité sur tous les sujets, de plus en plus des coalitions de volontaires, une Europe à géométrie variable dans l'espace et dans le temps. Alors ensuite, sur les grandes options géopolitiques, quelles sont les perspectives? Alors soit l'Union européenne poursuit la trajectoire d'un euro-atlantisme exclusif, c'est-à-dire l'Union européenne se positionne dans le monde pour défendre avec les États-Unis la démocratie libérale et multiculturaliste, ce qu'elle a fait jusqu'à présent avant l'élection de Donald Trump, et poursuivre la mondialisation, dans laquelle l'Union européenne estime trouver sa place avec les États-Unis, un grand Occident, donc qui exclut la Russie, la Chine. Et l'espoir, évidemment, c'est un petit peu le prolongement de l'idée du projet européen depuis Jean Monnet, le projet fédéraliste, d'avoir un noyau européen, une fédération européenne qui fait contrepoids aux États-Unis dans un grand Occident. Je pense que ce modèle est caduc. Ce modèle est caduc parce que non seulement il y a impossibilité d'arriver à une fédération européenne, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il y a un déséquilibre entre l'Allemagne et la France, donc ils n'ont pas, il y a cette rivalité qui est toujours là, et ils n'arrivent pas à surmonter cette rivalité, ils n'arrivent pas à s'entendre sur une direction, ni un éclatement d'ailleurs, ni un saut intégratif. Et avec l'arrivée de Donald Trump, l'Union européenne ne peut plus soutenir, comme elle le faisait avant, l'exportation, je dirais, de sa vision normative dans le monde, de l'exportation du modèle de société ouverte, de la démocratie libérale, puisque les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni avec leur Brexit, en réalité ne soutiennent plus la mondialisation libérale telle que ces pays la soutenaient auparavant. D'ailleurs, les États-Unis et le Royaume-Uni étaient les piliers de la vision libérale dans les années 80, et aujourd'hui, ils se retirent de cette vision. Et donc, ça coupe l'herbe sous les pieds de l'Union européenne, qui était basée sur cette alliance privilégiée avec les États-Unis, pour avoir plus de poids dans le monde. En plus, l'Union européenne, donc, comme puissance normative, donc qui a espoir de non seulement dépasser les États-nations et de plus en plus mettre en valeur les organisations internationales. Donc elle a une doctrine multilatéraliste et de petit à petit, pour éliminer la guerre dans le monde, de juridiciser les relations internationales, c'est-à-dire exporter ses normes de plus en plus. On le voit bien que face aux crises, c'est de moins en moins possible. D'ailleurs, les États-Unis, avec Donald Trump, agissent unilatéralement, c'est America First. D'ailleurs, auparavant, les États-Unis agissaient toujours en fonction de leurs intérêts nationaux, mais habillaient leurs interventions dans le multilatéralisme, mais évidemment tant que les organisations multilatérales étaient alignées sur leurs objectifs.
pour ça que si l'ONU votait ou était en phase avec les opérations militaires américaines, ça fonctionnait. Mais à partir de la guerre en Irak, on voit que le multilatéralisme a été abandonné au profit de l'unilatéralisme. Et donc les États-Unis deviennent plus isolationnistes, mais en même temps, ils vont continuer à agir dans le monde. C'est-à-dire, ils choisissent au niveau bilatéral des alliés privilégiés et ils ont pour objectif géopolitique d'empêcher le monde multipolaire d'émerger et que des puissances sur le continent eurasien puissent s'allier pour défier la puissance américaine dans le monde. Et donc pour les États-Unis, en phase avec les pays les plus atlantistes dans l'Union européenne, l'Europe est un Rimland, c'est-à-dire un espace qui est un territoire qui est sous contrôle des institutions euro-atlantiques, l'Union européenne et l'OTAN, et qui coupe l'Europe de la Russie et qui sont alliés en privilégié avec les États-Unis. Et ça permet aux États-Unis d'empêcher l'émergence d'une alliance, par exemple, entre l'Union européenne et la Russie. Et en particulier, le cauchemar des anglo-saxons, c'est une alliance germano-russe. Et en partie des atlantistes français aussi. Donc, avec l'arrivée de Donald Trump, on voit bien que cet espoir d'une Union européenne, je dirais comme empire des normes, mais qui s'appuie sur la puissance américaine pour petit à petit juridiciser le monde, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a une crise transatlantique. Et donc même si le lien va rester fort avec les États-Unis sur un certain nombre de thématiques, il n'y a plus de synergie, je dirais, entre l'administration Trump et l'Union européenne. Ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est un scénario qui est caduque. Il y a le scénario de est-ce que l'Union européenne peut créer une union fédérale à partir d'un noyau dur. C'est-à-dire qu'il y a le Brexit. Certains se disent, le Brexit c'est une opportunité pour aller plus vite. Pour un approfondissement franco-allemand et faire en sorte que la zone euro devienne un noyau fédéral. Et donc cette Europe noyau, un noyau fédéral ouest-européen pourrait faire contrepoids vis-à-vis des États-Unis qui ont America First avec une approche unilatérale où il y aurait toujours une coopération mais un découplage quand même. Et puis en rivalité avec la Russie et la Chine qui n'adoptent pas, qui n'ont pas pour modèle la démocratie libérale et multiculturaliste comme les pays de l'Ouest. Ce modèle aussi est caduque. Ce modèle est caduque parce qu'on l'a vu, il y a la crise interne de l'Union européenne et au niveau de la zone euro, les pays du Sud et les pays du Nord ne sont pas d'accord sur la finalité du projet européen et au cœur, l'Allemagne et la France ne sont pas en phase. Ils sont en phase pour l'instant préserver l'euro et ne pas dissoudre l'Union européenne, mais ils ne sont pas en phase sur l'évolution du projet. Donc, on ne peut pas faire de saut fédéral. Il y a la troisième option, c'est ce qu'on appelle l'Europe continentale. Une grande confédération euro-continentale avec la Russie, un petit peu sur le prolongement de la vision du général de Gaulle, qui parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et aujourd'hui, on dirait l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. D'ailleurs, cette option est soutenue par les milieux économiques en Allemagne. Ils parlent de Lisbonne à Vladivostok, mais comme une Europe économique, pas politique, mais comme un grand marché euro-russe, parce qu'évidemment, les Allemands ont besoin du pétrole, du gaz, de l'énergie russe pour préserver leur puissance économique. Et il y a une complémentarité entre la puissance économique allemande et les ressources en Russie. Il y a aussi pour la France, cette vision aurait l'avantage de stabiliser le continent euro-asiatique et de réinclure la Russie dans le jeu d'équilibre européen, parce qu'au moment du Brexit, parce que le Royaume-Uni faisait office de contrepoids vis-à-vis de l'Allemagne,
le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il y aura un déséquilibre plus prononcé entre l'Allemagne et la France, et donc c'est d'avoir une vision plus continentale pour jouer, je dirais, en prolongement de l'alliance de revers du XIXe siècle, contrebalancer le poids de l'Allemagne, mais aussi les anglo-saxons. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette idée de nouvelle architecture de sécurité européenne qui a été mise sur la table par le président français, mais qui n'a pas cette vision gaullienne. C'est en réalité positionnement de la France dans l'espace euro-atlantique avec une négociation avec la Russie à condition que la Russie accepte les normes, accepte en fait de négocier avec l'Union européenne et l'OTAN qui restent les organisations les plus fortes sur le continent européen, ce que la Russie n'acceptera jamais en réalité. Mais pour les gaullistes français, évidemment, cette relation avec la Russie permettrait de se recentrer sur une Europe moins intégrée, une Europe des nations à taille continentale, mais évidemment, le problème c'est que qui est pour avancer dans cette direction? L'Allemagne pour l'instant n'y est pas favorable parce que les élites allemandes sont encore très atlantistes. La Pologne et les Pays-Bas ne sont pas favorables non plus. Donc, on le voit, ces trois grandes options géopolitiques, l'euro-atlantisme exclusif, l'Europe continentale ou un noyau fédéral ouest européen, ce sont des options pour l'instant qui sont bloquées. Donc je crois plutôt que le projet européen va évoluer vers, comme j'ai dit, vers va s'affaiblir. Il va y avoir une multipolarité plus grande entre les États membres et sans doute la clé réside dans le positionnement de la France en se positionnant dans différents cercles, pousse à une Europe à géométrie variable, essaye par exemple d'avancer sur la relation avec la Russie, avec l'Italie, l'Allemagne quand c'est possible, et les pays du Sud. Par exemple, essaye avec les pays du Sud de l'Europe, l'Espagne et l'Italie, de pousser à changer la gestion de l'euro. Sur les questions nucléaires et de défense, de continuer à coopérer avec le Royaume-Uni qui est en dehors de l'Union européenne, mais comme le Royaume-Uni et la France ont chacun un siège au Conseil de sécurité et ont l'arme nucléaire, ils ont tout intérêt à continuer leur coopération. Et d'ailleurs, il y a les accords de Blair House, il y a une alliance franco-britannique qui restera toujours importante. Donc je crois que l'avenir est aux coalitions volontaires, aux arrangements flexibles dans un monde de plus en plus géopolitique où marqué par la rivalité des grandes puissances et en même temps un choc, un conflit de civilisation entre notamment l'Europe, la civilisation européenne et l'islam politique, mais aussi avec l'émergence de l'Asie, la Chine n'a pas le même modèle. Elle n'aura jamais le même modèle que la démocratie européenne, mais dans une vision continentale, il y aura aussi une option à coopérer sur des intérêts communs avec la Chine. Par exemple, les nouvelles routes de la soie qui sont proposées par la Chine, on peut imaginer un rapprochement avec la Russie pour essayer de faire contrepoids avec la Chine, mais établir des liens de communication en passant par le territoire russe et qui permettent aussi aux Européens peut-être de profiter de certaines infrastructures sur le continent eurasien. Il y a aussi la question qui va émerger de plus en plus à l'avenir, c'est la rivalité américano-chinoise qui s'accélère. Alors, il y a deux scénarios où, dans cette rivalité américano-chinoise, il y a un conflit majeur. Je ne pense pas que, puisque les deux États sont des puissances nucléaires, je ne pense pas qu'on va vers cette évolution, mais on risque tout de même une espèce de nouvelle guerre froide américano-chinoise, où les Américains et les Chinois vont négocier, tout en étant rivaux, ils vont négocier
entre eux et sans tenir compte des intérêts des autres États. Donc un G2 américano-chinois. Et là, à nouveau, la question du rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, des États membres de l'Union européenne et la Russie se pose pour faire l'équilibre entre Chine et États-Unis et éviter de se laisser entraîner dans un conflit américano-chinois. Mais évidemment, il n'est pas question pour l'Europe non plus d'être totalement contrôlée par la Chine. Et on verra dans la séance de demain, avec la crise du coronavirus, que la question de la réindustrialisation, la question de la souveraineté des États-nations se pose à nouveau, parce qu'on voit qu'on a trop délocalisé, notamment en Chine, dans les produits pharmaceutiques. Donc voilà un petit peu le diagnostic du projet européen avec les différentes grandes options. Je vais m'arrêter là, je vais vous montrer rapidement quelques ouvrages, conseiller quelques ouvrages, voilà, sous la direction de Pierre Pascalon. Quel projet demain pour l'Union européenne d'aujourd'hui, hein, qui présente un petit peu les différentes options du projet européen. Nous avons cet atlas qui est extrêmement intéressant. La bataille des cartes de Michel Fouché, qui montre les différentes visions du monde, les différentes perceptions du monde et les perceptions des grandes puissances. Pour ceux qui lisent l'italien, il y a la revue Limes, et notamment un numéro extrêmement intéressant sur les États-Unis aujourd'hui. La revue Hérodote de géopolitique, menace sur l'Europe, avec aussi notamment des articles sur la relation entre l'Union européenne et la Russie. Et puis, pour comprendre un petit peu la géopolitique, et notamment, et j'y reviendrai demain, comment évoluent les relations internationales avec les différents théâtres de confrontation, la terre, la mer, l'espace, le cyberespace, je vous conseille de vous replonger dans Terre et mer de Carl Schmitt, qui anticipe un petit peu cet élargissement des théâtres de rivalité géopolitique aujourd'hui. Alors, voilà, je vais donc maintenant regarder un certain nombre de questions, essayer d'y répondre, et puis comme je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, j'y répondrai aussi par la suite individuellement. Je vous rappelle que demain, il y a la dernière séance à 14h30 sur l'Europe post-coronavirus. Alors, je me penche sur les questions. Alors, l'Europe, c'est chacun pour soi. Ben oui, l'Europe, c'est chacun pour soi. Oui et non, c'est-à-dire que les États européens, les différentes nations européennes ont des réflexes différents. Donc, à chaque crise, ça a toujours été le cas. Les nations réagissent différemment par rapport aux crises et ensuite essayent péniblement de se coordonner de manière plus ou moins forte. Alors dans le passé, dans le cycle intégrationniste européen, elles arrivaient à faire des sauts d'intégration, mais aujourd'hui, on voit que nous avons atteint la limite parce que nous touchons au domaine régalien. Nous avons l'euro qui est déjà une monnaie commune, c'est déjà difficile de gérer cet euro, mais nous n'arrivons pas à nous entendre pour arriver à un gouvernement économique européen qui pose la question de l'union politique. Puis pour les questions militaires aussi, c'est extrêmement difficile parce que nous avons des perceptions de sécurité différentes en fonction de notre histoire, notre position géographique. Alors je vois aussi des critiques vis-à-vis du projet européen. Évidemment, c'est une Union européenne en crise. Mais moi, je considère que nous, Français, nous avons besoin d'alliances européennes. Et d'ailleurs aussi avec d'autres États dans le monde. Ce n'est pas exclusif. Mais évidemment,
il faut penser à réformer ce projet européen parce que là, ce projet porté par l'Union européenne est en crise multiple, il n'y a aucune qui est résolue et nous nous affaiblissons en gardant les choses telles qu'elles sont parce que les paradigmes sur lesquels cette Union européenne est basée sont obsolètes. Nous sommes dans une configuration géopolitique différente de la guerre froide et nous ne l'avons toujours pas adaptée à la nouvelle situation. Et au niveau des valeurs aussi, nous parlons des valeurs européennes, mais en fait, lorsqu'on parle des valeurs à l'Union européenne, c'est surtout la défense d'un modèle de gouvernement. C'est un modèle politique, la démocratie libérale et multiculturaliste. Et ce modèle n'est plus forcément adapté à la rivalité des grandes puissances aujourd'hui, au conflit de civilisation. Nous aurions intérêt à renégocier et redécouvrir les valeurs européennes civilisationnelles. Les valeurs européennes civilisationnelles, une civilisation est toujours le noyau d'une civilisation, c'est la religion. Donc redécouvrir notre identité civilisationnelle et préserver la diversité des nations et remettre en avant le principe d'équilibre. Je reviendrai là-dessus demain sur comment le projet européen va peut-être évoluer avec cette pandémie qui pose des questions radicales pour le projet européen. Alors, est-ce que les impôts vont augmenter pour faire la relance? Nous allons nous pencher sur cette question demain. C'est fort probable. On voit bien que les États membres mettent sur la table des milliards d'euros de la Banque centrale européenne, de l'Union européenne, du mécanisme européen de stabilité, mais d'où cet argent? Ce sont des dettes, vont devenir des dettes. Et comment on va rembourser ensuite ces dettes? Oui, c'est une énorme question extrêmement difficile qui va se poser. Alors oui, la question avec la crise du coronavirus, il y a des solidarités nouvelles qui émergent, comme avec la Russie, avec la Chine. La Russie et la Chine qui ont envoyé du matériel médical, évidemment, aussi pour montrer qu'elles font preuve de solidarité vis-à-vis des pays de l'Union européenne, c'est aussi dans leur intérêt. Il y a de nouvelles solidarités qui émergent, qui sont intéressantes, sur lesquelles on devrait bâtir par la suite un recette, une renégociation avec la Russie. On voit bien que les sanctions aujourd'hui contre la Russie, face à cette énorme crise économique qui s'annonce, sont absurdes. Ah oui, alors si l'on reprend évidemment cette question vis-à-vis de Jean Monnet et du projet européen, l'Union européenne, je dirais aujourd'hui, se positionne dans le prolongement de la vision de Jean Monnet, c'est-à-dire un Rimland, un espace européen qui n'est qu'un sous-ensemble de la stratégie géopolitique des États-Unis avec leurs alliés atlantistes de compartimenter le continent eurasien et d'empêcher un rapprochement avec la Russie, effectivement. Mais avec America First, la crise transatlantique et le retrait des États-Unis du monde, ils ne se retireront pas totalement du monde, mais ils ne soutiennent plus les institutions multilatérales telles que l'Union européenne, l'OMC, les Nations unies, se pose la question effectivement d'un rapprochement continental européen. Oui, alors la question du Brexit, effectivement, est extrêmement importante, parce que le Royaume-Uni, un État qui a toujours été important dans la construction européenne, notamment pour les équilibres internes géopolitiques, sort, et il va être extrêmement intéressant de voir comment ce pays va se positionner. Est-ce qu'il arrive à opérer une réindustrialisation? Est-ce qu'il arrive à une autonomie stratégique? Quelles vont être ses alliances? Ça va être extrêmement intéressant de voir comment un État en dehors de l'Union européenne va pouvoir survivre dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. Et la nation britannique est une grande nation qui pense en termes de
de souveraineté et d'indépendance, et nous allons observer ce qui se passe de manière attentive. Alors, cette question, oui, si l'alliance avec les États-Unis est impossible, bon, cette alliance existe, mais elle est en crise, effectivement. L'alliance avec la Russie improbable, pour l'instant il n'y a pas accord entre États européens, et il y aura un rapprochement sans doute de certains États européens avec la Russie, mais tout le monde n'évoluera pas de la même façon. Est-ce que l'Europe va exploser face à l'étau chino-américain? C'est bien le danger, oui. Si un G2 sino-américain, l'Europe risque d'être un théâtre de confrontation entre les deux grands qui vont essayer chacun de s'attirer, d'avoir des alliés et de jouer de la fragmentation européenne pour avancer leurs pions. Un petit peu à la manière de la guerre froide, lorsque États-Unis et URSS étaient en confrontation sur le théâtre européen, où les États européens n'avaient plus maîtrise de leur destin. Oui, c'est un risque. C'est pour ça que je pense que le projet européen doit être fondamentalement réformé sur des bases plus géopolitiques et penser à partir de notre géographie, c'est-à-dire évidemment préserver un axe euro-atlantique, construire un axe eurasien, aussi un axe euro-africain, et un axe euro-arctique, et jouer de l'équilibre entre ces différents axes, mais évidemment, cela sera possible aussi quand les États-nations européens eux-mêmes seront capables de rebâtir leur souveraineté nationale, parce que nous avons beaucoup perdu en efficacité, en souveraineté, en transférant des compétences au niveau européen qui n'ont pas permis d'avoir plus de puissance. Nous avons beaucoup perdu en puissance par les délocalisations à l'extérieur. Notre outil militaire aussi est devenu de plus en plus faible, donc nous devons rebâtir tout cela au niveau national avec des alliances, mais évidemment le sursaut, selon moi, sera avant tout national. Et c'est ensuite qu'on pourra bâtir des alliances. Le sursaut ne viendra pas d'une fuite en avant vers l'intégration européenne. Ça, ce n'est pas possible. Voilà, donc je répondrai individuellement parce qu'il y a beaucoup de questions, mais le temps est largement dépassé, donc je répondrai par la suite à toutes ces questions intéressantes. Donc merci d'avoir suivi ce troisième cours. Je rappelle que demain, il y a l'Europe post-coronavirus, hein, qui ouvre des perspectives aussi extrêmement importantes parce que cette crise pose des questions radicales pour le projet européen. Et nous allons poursuivre donc la séance demain à 14h30. Merci d'avoir suivi ce cours et à demain.